Personne à Elm Ridge n'aurait pu imaginer qu'un simple chien de famille bouleverserait le quotidien d'un village entier. 3 mois après la disparition présumée de la petite Lily Garrett, noyée selon toute vraisemblance dans le lac Hollow Pine, son chien Duke, un imposant berger allemand aux yeux couleur ambre, commença à se comporter de manière troublante. Chaque matin, à l'aube, il s'échappait de la cour des Garrett et traversait toute la ville en direction du cimetière de Penhaven, là où une petite parcelle de terre fraîche, ornée d'un ange de marbre, portait le nom de sa jeune maîtresse. Une fois arrivé, il creusait, inlassablement, toujours au même endroit, jusqu'à épuisement. Au départ, on parle de chagrin, d'un animal inconsolable. Mais lorsque peu à peu d'autres chiens du quartier commencèrent à se joindre à lui, un labrador du couple Winslow, un border collie chez les Jenkins, puis un beagle, un golden retriever, un rottweiler, jusqu'à 10 chiens creusant tous, chaque matin la même tombe, le phénomène prit une autre dimension. Pour l'amour de Dieu, faites-les arrêter, avait supplié Frank Delaney, le vieux gardien du cimetière, en s'adressant au shérif local, Warren Mitchell. Sa voix tremblait de fatigue, de peur aussi. « C'est pas normal, regardez-les. On dirait qu'ils sont possédés. » Accroupi dans la terre retournée, Sam Garrett pleurait à chaudes larmes, tentant désespérément de retenir Duke par le collier. Mais le chien grognait doucement, les yeux rivés sur la pierre tombale, et se dégagea d'un coup sec pour retourner creuser comme si sa vie en dépendait. Shérif Mitchell ôta son chapeau, observant la scène d'un regard inquiet. « Sam, dit-il d'une voix grave, peut-être qu'il serait temps de se demander ce que ces chiens essaient de nous dire. Laisse un j'aime si l'histoire t'a touché et partage ton ressenti dans les commentaires. N'oublie pas de nous dire depuis quelle ville tu regardes. Maintenant, reprenons l'histoire. Le village d'Elm Ridge était une carte postale oubliée d'Amérique. Baignant dans la tranquillité, collé aux rives paisibles du lac Hollow Pine, avec ses 841 habitants, un de moins depuis la disparition de Lily. Ici, les gens apportaient encore des tartes aux pommes en cas de deuil, et tout le monde se retrouvait au bord du lac pour le pique-nique annuel du 4 juillet. Lorsqu'un enfant mourait, tout le village s'arrêtait. Depuis 6 mois, Sam Garrett, ancien ranger de l'armée, n'avait pas dormi une seule nuit sans cauchemar. À 42 ans, il en paraissait 10 de plus. L'homme robuste s'était effondré, plié en deux, sous un poids invisible. Il avait quitté son poste de chef de chantier, incapable de se concentrer sur des plans quand son monde s'était effondré dans une boîte blanche de 6 pieds. Catherine Garrett, elle, avait repris son travail d'enseignante à l'école primaire 2 semaines après la cérémonie. Non pas parce qu'elle s'en sentait capable, mais parce que les murs de leur maison Craftsman sur Maple Street devenaient étouffants. Elle quittait parfois la classe sans prévenir, s'enfermant dans le couloir pour pleurer, avant de revenir avec les yeux rougis et un sourire de façade. Duke était arrivé dans la famille pour le 8e anniversaire de Lily. Un chiot maigre, maladroit, qui avait vite grandi pour devenir un chien loyal de 40 kilos, capable de flairer une larme avant même qu'elle ne coule. Leur lien était fusionnel. Partout où Lily allait, Duke la suivait, dégoûté dans le jardin, aux expéditions dans les bois. Quand elle faisait des cauchemars, c'était lui qui venait réveiller les parents, trottinant entre les chambres jusqu'à ce qu'ils comprennent. Shérif Warren Mitchell était en poste depuis 23 ans. 55 ans, une silhouette encore droite malgré les années et une intuition forgée par l'expérience. Il avait tout de suite eu des doutes sur les circonstances de la noyade de Lily. Il n'y avait jamais cru, pas vraiment. Encore moins depuis que les chiens avaient commencé à gratter la tombe. Pourtant, le certificat de décès portait bien la signature du docteur Edward Langford, médecin respecté de la ville. Pas de corps retrouvé, certes, mais des cas de noyade sans récupération de la dépouille existaient. Son autorité avait suffi à clore le chapitre. En face des Garrett, Madame Myrtle Hawkins, 72 ans, veillait depuis sa fenêtre. Ses rhumatismes l'empêchaient de dormir, mais sa vue sur la rue Maple lui offrait un théâtre permanent. Elle n'avait rien raté, ni le jour de la disparition de Lily, ni les semaines suivantes. Le 15 juillet, jour du drame, la ville baignait dans une atmosphère festive. Nappes à carreaux rouges, salade de pommes de terre, morceaux de poulet frit et la fameuse tarte aux pommes de Madame Hawkins, trônant sur la table du concours. Les enfants couraient partout, des cris joyeux se mêlant à la radio qui diffusait le match des Detroit Tigers. Sam gérait le barbecue avec une rigueur militaire, retournant les steaks à la perfection, alors que Catherine distribuait les assiettes en carton.
Elles scrutaient régulièrement la zone de baignade à la recherche du maillot jaune vif de leur fille. Duke, attaché à un arbre en retrait, observait les festivités allongées sur sa couverture préférée. « Elle était là ?» devait plus tard déclarer Catherine à la police, les yeux vides. « Je lui ai donné une glace à la raisin, sa bouche était toute violette. » Des détails insignifiants, devenus sacrés après le drame. Les derniers instants d'innocence. À 14h17, selon plusieurs témoignages, un homme du nom de Jared Collins, nouvel habitant installé depuis peu, cria depuis le ponton « Il y a une gamine qui coule au-delà de la zone !» Le chaos s'ensuivit. Sam lâcha sa spatule, les maîtres nageurs sifflèrent, des hommes plongèrent. Mais personne ne remarqua Duke. Le chien tirait sur sa laisse avec une panique rare. L'écorce de l'arbre en portait encore les marques. Quand la laisse céda, il ne courut pas vers la zone indiquée, mais droit vers la vieille cabane à bateau, à l'autre bout du lac. Ce chien savait. Il savait que quelque chose clochait, insista Madame Hawkins plus tard. Les animaux perçoivent ce que nous ignorons. Mais à l'instant où Duke s'était élancé vers la vieille cabane, personne ne s'en était préoccupé. On pensait simplement qu'un chien paniqué courait dans tous les sens. Il avait fallu 3 jours pour que les plongeurs terminent les recherches. Le lac Hollow Pine avait été fouillé de fond en comble avec l'aide de sonars prêtés par le comté voisin. Les pompiers, les volontaires, même quelques militaires retraités s'étaient relayés. Mais jamais le corps de Lily n'avait été retrouvé. Le docteur Langford, en blouse et regard grave, s'était tenu debout dans le salon des Garrett, entouré de voisins compatissants, et avait murmuré « Parfois, le courant les emporte. Le lac se jette dans la rivière, et la rivière traverse 3 comtés. J'ai déjà vu ça. » Il disait cela comme s'il fallait clore la discussion. Son ton autoritaire musela les interrogations, mais pas les doutes, surtout chez Sam. La cérémonie eut lieu malgré tout, avec une minuscule boîte blanche fermée. À l'intérieur, seulement les peluches préférées de Lily, quelques livres et un bracelet d'amitié que Catherine avait fabriqué pour elle lors de son 5e anniversaire. Duke dut être sédaté pour la cérémonie. Le chien avait tenté d'empêcher l'inhumation, aboyant, grognant, puis hurlant de douleur alors que la terre recouvrait le cercueil vide. Ses cris avaient résonné bien après le départ des derniers visiteurs. Les semaines suivantes furent comme noyées dans un brouillard de chagrin. Catherine reprit le travail mécaniquement comme une automate. Sam errait dans la chambre de Lily, intacte, où marchait des heures durant le long du rivage avec Duke, sans but, comme s'ils espéraient encore voir la silhouette de la fillette émerger des eaux. Mais Duke, lui aussi, sombrait. Il refusait de manger, restait allongé pendant des heures sur le lit de Lily, la truffe pressée contre son oreiller. Le vétérinaire, Dr. Hayes, prescrivit des antidépresseurs pour chiens. Sam les glissait chaque matin dans un morceau de cheddar. « Les chiens pleurent eux aussi », avait-il dit d'une voix douce. « Surtout ceux qui ont noué un lien aussi fort. Il lui faut du temps. » Mais le temps ne faisait qu'aggraver les choses. 3 mois après l'enterrement, Sam fut réveillé par la voix affolée de Catherine. Il est parti, la porte de derrière est ouverte. Ils le retrouvèrent au cimetière, les pattes ensanglantées, creusant comme un forcené. Ni les ordres, ni les cris ne le firent de cesser. Il avait fallu s'y mettre à 2 pour le tirer de là, et même alors, Duke se débattait comme un possédé, gémissant de frustration, les yeux rivés sur le sol. « J'ai jamais vu un chien faire ça », avait soufflé le shérif Mitchell en nettoyant la poussière du pelage du berger allemand. « Il creuse pas au hasard, il sait exactement où il veut aller. » Le lendemain, même scénario, et le jour d'après, Sam finit par l'attacher dans le garage la nuit. Duke, dans un mélange de panique et de résolution, grignota le mur, cassa la vitre, se blessa aux pattes pour fuir et reprendre sa mission morbide. Puis survint le phénomène le plus étrange. Les autres chiens. D'abord le labrador noir des Fletcher, puis le border collie des Anderson. 2 semaines plus tard, ils étaient 10. 10 chiens de toutes races et tailles, réunis chaque matin autour de la tombe de Lily, leurs pattes labourant inlassablement la terre. « Je passe mes après-midi à reboucher des trous », râlait Frank Delaney, le gardien du cimetière, au shérif. Et chaque matin, il recommence. Ces chiens ont quelque chose qui cloche. Ce n'est plus uniquement le chien des Garrett, fit remarquer Warren Mitchell en observant les animaux à l'œuvre. Il y avait une sorte de coordination étrange entre eux. Quelque chose les attire ici. La ville se divisa. Certains, comme Madame Hawkins, voyaient là un signe, un instinct que les humains avaient oublié. D'autres cherchaient des explications plus terre à terre. Un animal mort enterré sous la tombe, des restes de nourriture, une substance chimique. Dr. Langford, lui,
se montra brutal. Ce chien est instable, il perturbe les autres, il faudrait l'euthanasier. Le garder en vie ne fait qu'alimenter les délires. Sam explosa. Vous osez dire ça? Ce chien était plus proche de Lily que quiconque. Il n'est pas fou, et vous ne le toucherez pas. Le débat prit de l'ampleur. La presse locale s'en mêla. Un petit article dans le Détroit Gazette évoquait les chiens de la tombe. Des curieux commencèrent à venir. Et un matin, le shérif Mitchell convoqua les Garrett. Il était debout sur la pelouse du cimetière, les mains dans les poches, face à la pierre gravée de l'ange. « Je vais demander l'autorisation d'exhumer le cercueil », annonça-t-il. Catherine pâlit. Sam fronça les sourcils. « Pourquoi ? Parce que je crois que ces chiens savent quelque chose qu'on ignore, et je crois qu'on doit à Lily la vérité. » À l'aube suivante, la tombe fut délimitée par des rubans jaunes. Le ciel était d'un gris laiteux, suspendu au silence. Une trentaine de personnes se tenaient à distance. Voisins, curieux, quelques journalistes. Sam et Catherine étaient là, main dans la main. Duke aussi, cette fois, calme, comme s'il savait que les choses avançaient enfin. « Vous n'êtes pas obligé de rester » murmura Mitchell. « On reste » répondit Sam d'une voix ferme. 2 employés du cimetière commencèrent à creuser à la pelle. Pas de machine, trop brutale, trop impersonnelle. La terre fut lentement retirée, couche après couche, jusqu'à ce que le petit cercueil blanc apparaisse, sale, les poignées dorées, les ternis. Dr Lieberman, le médecin légiste du comté, s'avança avec son bloc-notes. « Monsieur et Madame Garrett, j'ai besoin de votre autorisation. C'est une procédure rare. Je ne peux pas garantir dans quel état seront les objets. » Sam signa immédiatement. « Ouvrez. » Dès que les loquets furent relâchés, Duke se redressa, émettant un gémissement aigu. Il tira sur sa laisse, tentant d'approcher. « Tenez-le » ordonna Mitchell, mais Sam avait déjà resserré la prise. Le couvercle s'ouvrit. Lieberman se pencha, puis recula lentement. Le silence tomba comme une chape. « Il est vide » dit-il, « complètement vide. » Le vent s'était levé d'un coup, soulevant un tourbillon de feuilles sèches autour du petit groupe figé près du cercueil vide. Duke, silencieux à présent, s'était assis lentement, ses yeux rivés dans le vide, comme s'il venait de prouver ce qu'il savait depuis le début. Catherine chancela. Sam la rattrapa de justesse. « Il n'y a rien » souffla-t-elle. Le docteur Lieberman secoua la tête incrédule. Aucune trace de tissu, d'os, ni même des objets censés avoir été placés à l'intérieur. Rien, pas une peluche, pas un bracelet, juste du vide. Le shérif Mitchell grimaça. Ce genre de situation, il n'en avait jamais vu, même dans ses pires cauchemars. Est-ce qu'il est possible que le cercueil ait été ouvert après l'enterrement ? Lieberman hocha la tête. C'est difficile à dire. Il n'y a pas de trace claire d'effraction, mais la terre n'était pas aussi compacte qu'elle aurait dû l'être après 3 mois. Et il manque tout. Les murmures se propagèrent dans l'assistance. Madame Hawkins, présente malgré son arthrite, se signa lentement. Les chiens savaient. Ils nous suppliaient de regarder. Catherine, elle, tremblait. « Où est ma fille, Sam ?» demanda-t-elle dans un souffle, ses yeux pleins de larmes. Sam ne répondit pas. Il se pencha simplement vers Duke et lui caressa la tête. Le chien poussa un petit gémissement, comme s'il sentait que le combat n'était pas fini, juste déplacé. Dans les jours qui suivirent, Elmeridge perdit sa tranquillité. L'affaire du cercueil vide fit la une des journaux locaux, puis attira la presse régionale. Les Garrett furent assaillis de questions, de demandes d'interviews. Sam, d'abord fermé, accepta de parler, non pas par goût de l'attention, mais parce qu'il voulait retrouver sa fille. Et s'il fallait secouer la terre entière pour cela, il était prêt. Le shérif Mitchell rouvrit l'enquête. Des officiers furent envoyés interroger tous les participants de la fête du 15 juillet. On vérifia les vidéos amateurs, les publications sur les réseaux sociaux. Un vieux caméscope appartenant à un adolescent nommé Brandon fut crucial. On y apercevait Lily quelques instants avant la panique. Elle riait en train de courir vers la cabane à bateau, suivie de près par un homme que personne n'identifia immédiatement. Sam, en visionnant l'extrait, se figea. « C'est lui, celui qui a crié qu'elle se noyait. Jared Collins. » Le shérif fronça les sourcils. « Celui qui a déclenché toute l'opération de sauvetage. Il n'est plus à Elmeridge. » précisa Catherine, une flamme nouvelle dans la voix. Il a quitté sa maison 3 jours après l'enterrement, du jour au lendemain. Le nom de Jared Collins, ou plutôt Jeremy Coulter selon ses anciens dossiers, n'existait dans les bases de données que depuis 2 ans. Ancien résident d'Oregon, déménagement précipité, son dossier médical indiquait des troubles psychologiques anciens, mais il avait été déclaré apte au travail. Il avait occupé un poste dans le magasin de bricolage local, discret, sans histoire. Mitchell lança un mandat. Il fallait le retrouver, coûte que coûte. Pendant ce temps,
Sam installa une carte murale dans son garage. Des photos, des bouts d'articles, des fils rouges reliant les éléments. Duke l'accompagnait à chaque instant, couché à ses pieds. Le chien avait cessé de creuser, comme s'il savait que la vérité avait changé d'endroit. Et puis un détail attira l'attention du shérif. Sur l'enregistrement vidéo, Lily courait avec une sorte d'objet dans les mains. Une petite boîte, quelque chose qu'elle protégeait. Brandon, l'adolescent, confirma. Elle m'a dit qu'elle avait trouvé ça dans les bois, près de la vieille cabane. Une équipe retourna sur place. Les fouilles, cette fois, furent minutieuses. Et c'est Duke, une nouvelle fois, qui les guida. Il renifla l'air, renifla le sol, puis se dirigea droit vers une souche d'arbre creuse, à une centaine de mètres de la cabane. Là, enfouie sous quelques branches, on découvrit une boîte métallique rouillée. À l'intérieur, un vieux dictaphone, une peluche ensanglantée et un mot. « Si tu trouves ça, appelle mon papa. Je suis enfermé. Je crois qu'il veut me faire du mal. Lily. » Catherine s'effondra à la lecture du mot. Sam resta figé, les poings serrés. Mitchell jura à voix basse. Elle était vivante. Après la fête, elle avait été emmenée. Le dictaphone, une fois nettoyé, révéla un enregistrement déchirant. La voix d'une enfant effrayée suppliait quelqu'un de la laisser partir. Elle parlait d'un homme qui lui faisait peur, qui lui disait qu'elle allait voir maman bientôt si elle ne se taisait pas. L'homme n'était pas audible, mais un aboiement étouffé reconnaissable résonnait en fond. Duke, il avait été là, il avait vu, il s'était souvenu. À partir de là, l'affaire bascula. Le FBI entra dans la boucle. Le nom de Jeremy Coulter, alias Jared Collins, était déjà lié à 2 autres disparitions d'enfants dans d'autres États, Montana, Nevada. Rien n'avait jamais pu être prouvé, juste des soupçons, des coïncidences que troublantes. Mais cette fois, il y avait un nom, une vidéo, un mot écrit de la main d'une enfant. Et il y avait un chien, devenu le témoin principal d'un crime que personne n'avait cru possible dans une ville aussi paisible qu'Elmridge. Le dictaphone avait tout changé. L'émotion provoquée par la voix de Lily avait été si brutale que même les agents fédéraux en restèrent un instant silencieux, visiblement choqués. Le son était vieux, abîmé, mais la peur qu'on y entendait était limpide. Une peur d'enfant qu'aucun adulte ne devrait jamais entendre. La peluche retrouvée à côté du message était celle que Lily appelait « moussée », un petit élan en tissu qui ne la quittait jamais. Son ADN y fut retrouvé. Aucun doute. Elle avait bien été en vie après le jour du pique-nique. Et elle avait tenté d'appeler à l'aide. Les agents du FBI prirent le relais de l'enquête. La carte murale de Sam fut photographiée, dupliquée, puis étendue. Jeremy Coulter avait disparu depuis 3 mois. Mais il laissait des traces. D'anciens employeurs, un garagiste qui se souvenait de réparations étranges, une location dans une ville voisine au nom d'emprunt. L'étau se resserrait. Et pourtant, aucun signe de Lily. Les Garrett vivaient désormais dans une tension constante, entre espoir et agonie. Catherine dormait à peine, Sam s'obstinait à suivre les moindres indices. Et Duke avait changé. Il semblait plus vigilant, plus sensible au moindre bruit. Il refusait de rester seul. Lorsqu'un agent du FBI proposa de l'emmener à Quantico pour analyser son comportement, Sam s'opposa fermement. « Ce chien reste avec moi. Il est plus fiable que n'importe quelle machine. » Un soir, en observant à nouveau l'enregistrement audio, Sam remarqua un bruit régulier, presque imperceptible. Un bip, un intervalle stable. Il envoya l'extrait à un ancien collègue radioamateur qui l'analysa pendant 2 jours. La réponse arriva un samedi matin. C'est un signal radio, faible mais distinct, du type utilisé par certains dispositifs GPS passifs. Et si ce bip était émis par un traceur placé dans la boîte ou sur Lily elle-même? Le FBI confirma l'hypothèse. Un modèle ancien de micropuce GPS pouvait, dans certains cas, émettre un signal de détresse. Il fallait une antenne spécialisée pour le capter. L'unité mobile du bureau se déploya aussitôt. Le dimanche, au lever du jour, ils captèrent un signal faible dans une direction inattendue, au nord-est, vers la frontière du comté, à mi-chemin entre Elmridge et la ville de Clayville. Une zone boisée avec d'anciennes mines, des cabanes de chasse abandonnées et surtout un ancien bunker militaire désaffecté, fermé depuis 20 ans. L'équipe décida d'intervenir, mais le shérif Mitchell exigea de venir. « Ce sont mes habitants. Cet enfant est de chez nous. Je viens. » Sam, bien sûr, n'avait pas besoin de le dire. Il serait là aussi. Et Duke, toujours Duke. L'opération fut lancée dans la plus grande discrétion. Les forces spéciales du FBI s'étaient jointes à l'unité locale. Vêtus de noir, armés, silencieux, la tension était palpable. Arrivés à proximité du bunker, ils coupèrent les moteurs.
Le silence était lourd, presque surnaturel. C'est Duke qui bougea en premier. Il renifla l'air, le museau tendu vers une petite grille rouillée à l'arrière du bâtiment. Il se mit à gratter frénétiquement, puis aboya 3 fois. 3 aboiements nets, son signal. « Il y a quelque chose ici », dit Sam, le souffle court. Un technicien s'approche, scanna la zone. Le signal était là, juste derrière ce mur. Les agents se mirent en position. Une charge fut placée. L'explosion fit trembler la terre, soulevant un nuage de poussière et révélant un tunnel bétonné, humide, envahi de racines. Ils avancèrent lentement, torches allumées, et puis un bruit, un couinement, faible. Mais bien là, un agent fit signer, il venait de distinguer une silhouette, petite, recroquevillée. « Lily » appela Sam, sa voix brisée. Un gémissement, puis un cri. Elle était là, en vie, amaigrie, sale, mais vivante. Le monde se mit à tourner. Catherine, restée au poste de commandement à l'extérieur, reçut l'appel en hurlant de joie. Sam tomba à genoux en prenant sa fille dans ses bras, ses larmes mêlées à la poussière du sol. Duke s'approcha lentement, puis posa sa tête contre celle de la fillette. Elle éclata en sanglots en le reconnaissant. « Il m'a protégé, papa. Il a toujours su. » Lily fut emmenée immédiatement en soins intensifs à l'hôpital de Cléville. Elle avait été nourrie parfois, laissée dans le noir, menacée sans arrêt, mais n'avait pas subi d'autres sévices. Selon les psychologues, elle avait survécu grâce à un mélange de résilience, d'intelligence et de l'instinct d'avoir laissé une trace. Le dictaphone, la boîte, Mouzet, autant de petits actes de résistance. Quant à Jérémy Coulter, il avait fui 2 jours plus tôt, selon les indices retrouvés sur place. Mais des empreintes, des objets et un journal qu'il avait laissé derrière lui permirent d'identifier plusieurs lieux. Une traque nationale fut déclenchée. Mais pour Elmridge, l'essentiel était là. Lily était en vie, et elle avait été sauvée par son chien. L'annonce de la survie de Lily secoua Elmridge comme un tremblement de terre. Les habitants, restés figés pendant des mois dans la douleur collective, laissèrent éclater une émotion retenue depuis trop longtemps. Des prières furent organisées, des bougies allumées sur le parvis de l'église Saint-Anthony, et la maison des Garrett fut entourée de fleurs, de dessins d'enfants et de lettres venues parfois de l'étranger. La nouvelle s'était répandue au-delà des frontières du comté, amplifiée par l'impensable. Une enfant présumée morte, retrouvée vivante grâce à l'instinct d'un chien. Mais au cœur de ce tourbillon médiatique, les Garrett, eux, tentaient simplement de recoller les morceaux. Lily ne parlait presque pas. Le traumatisme avait laissé des séquelles profondes. Son regard, souvent vide, s'accrochait aux moindres détails comme pour retrouver des repères. Elle refusait qu'on ferme la porte de sa chambre, dormait les lumières allumées et sursautait au moindre bruit métallique. Duke, quant à lui, ne la quittait plus. Il dormait à ses pieds, la suivait dans chaque pièce et posait sa tête sur ses genoux dès qu'il sentait l'angoisse monter. Il était devenu, malgré lui, son garde du corps silencieux, son confident à 4 pattes, son bouclier vivant contre le monde extérieur. Les médecins furent de formels, sans la découverte de la boîte, sans le signal du dictaphone, sans l'insistance de Sam et l'instinct de Duke, Lily ne serait sans doute jamais revenue. Et pourtant, malgré les applaudissements, les interviews, les lettres officielles d'agents fédéraux et de gouverneurs, Sam n'avait pas envie de fêter quoi que ce soit. Il restait hanté par une seule pensée. Et si Duke n'avait pas creusé ce jour-là? Le shérif Mitchell, lui aussi, était changé. Il n'était plus le même homme. L'affaire l'avait marqué. Il avait revu tous ses rapports, réanalysé chaque décision. Et il décida de s'engager personnellement à suivre l'enquête sur Coulter. On ne le laissera pas disparaître une 2e fois. Dans les jours qui suivirent, on interrogea Lily avec prudence. Pas de pression, pas d'insistance, juste des jeux, des dessins, des objets pour l'aider à reconstruire. Un soir, elle dessina un visage. Un homme au chapeau, aux lunettes noires, dans une pièce sans fenêtre. En haut de la page, elle écrivit simplement « Il disait que je devais oublier papa ». Le FBI analysa le croquis. Plusieurs profils criminels correspondaient. L'enquête prit une autre dimension. Et s'il ne s'agissait pas d'un acte isolé? Et si Coulter faisait partie d'un groupe, une cellule, un réseau? Les agents se plongèrent dans les archives. Et très vite, un motif apparut. Dans chaque ville où Coulter avait vécu, un enfant avait disparu. Un parent. Aucun lien formel, juste un soupçon, toujours balayé. Mais cette fois, avec Lily comme témoin,
Les autorités avaient enfin une preuve. Un ancien hangar près de Boise, en Idaho, fut perquisitionné. Il y avait vécu brièvement sous une fausse identité. Dans une pièce murée derrière une étagère, les agents découvrirent une caméra, des meubles miniatures et des traces biologiques. Aucun enfant, mais des restes d'objets. Un collier d'écolière, une chaussure rose, des feuilles déchirées d'un cahier. L'horreur se précisait. Elmridge, de son côté, tenta de revenir à une forme de normalité. Mais rien n'était plus comme avant. L'école primaire où Lily aurait dû rentrer avait mis en place des vigiles. Les familles s'échangeaient des signaux d'alerte. Les enfants ne sortaient plus sans supervision. Le rêve d'un village paisible s'était effondré. Le maire proposa d'organiser une cérémonie en l'honneur de Duke. Sam refusa d'abord, puis accepta à une seule condition. Ce ne sera pas une fête, ce sera une reconnaissance. Le 14 octobre, dans le parc central, une centaine de personnes se rassemblèrent. Catherine tenait Lily par la main, tandis que Duke, une médaille neuve au collier, avançait lentement vers l'estrade. Sam prit la parole simplement. Ce chien a fait ce que beaucoup d'humains n'ont pas su faire. Il a écouté, il a insisté, il n'a pas abandonné. Grâce à lui, ma fille est en vie. Et grâce à lui, d'autres seront peut-être protégés. Je vous demande une chose, ne doutez jamais de ceux qui vous alertent, même si ce n'est qu'un aboiement. L'ovation fut longue. Duke resta impassible, ses yeux fixés sur Lily, qui lui fit un câlin silencieux. C'était le début de quelque chose, une réécriture. Mais au fond d'un entrepôt du Missouri, ce jour-là, un homme alluma un vieux téléviseur. Il vit la cérémonie, reconnut le visage de la fillette, il ne bougea pas. Puis lentement, il sortit un carnet. Sur la couverture, une initiale en relief. O, il ajouta un nom à la liste. La piste s'était donc élargie. L'histoire de Lily, si miraculeuse fut-elle, n'était qu'un fragment. Un éclat dans un miroir bien plus vaste, fissuré depuis longtemps. Le FBI monta une task force dédiée à ce nouveau réseau potentiel. Les agents revinrent sur tous les déplacements connus de Jeremy Coulter, dont on apprit qu'il s'appelait en réalité Nathan O'Hara, un nom effacé depuis plus de 10 ans. Il avait utilisé 7 identités, loué des dizaines de véhicules et surtout possédait au moins 4 adresses différentes à travers le pays, toutes reliées à des dépôts, des cabanes isolées ou de vieux bâtiments sans surveillance. À Elmridge, Sam suivait tout cela de loin. Il n'avait plus besoin de preuves pour savoir. Il savait. Il sentait qu'il ne s'agissait pas d'un homme isolé. Il y avait chez O'Hara une méthode, une discipline froide, presque militaire. Et plus les semaines passaient, plus Sam repensait à certains détails étranges dans l'affaire. La précision de l'enlèvement, l'absence de témoins, le silence parfait dans les jours qui avaient suivi. Quelqu'un, quelque part, savait. Et s'était tu. De son côté, Lily commençait très lentement à parler. Pas à ses parents ni aux psychologues. À Duke. Chaque jour, elle s'asseyait près de lui, caressait ses oreilles et lui murmurait des fragments. Un mot, un prénom, une couleur, un chant qu'elle avait entendu. Catherine les notait discrètement. C'est ainsi qu'émergea le nom Maggie, souvent répété. Puis l'homme en blouse, puis la pièce ronde. Les enquêteurs interprétèrent ces mots comme les signes d'une structure organisée. Maggie pourrait être un alias ou une autre enfant. L'homme en blouse, peut-être un médecin, ou quelqu'un qui se faisait passer pour tel. La pièce ronde intrigua davantage. Peu de bâtiments disposent de pièces circulaires. On interrogea des architectes, on répertoria des plans d'anciens hôpitaux psychiatriques et d'écoles religieuses désaffectées. Et puis, au bout de quelques jours, un agent nommé Callahan repéra un ancien centre pour jeunes à Clayville Falls, abandonné depuis 1996, un bâtiment vétuste, entouré de ronces, au fond d'un terrain en friche, possédait effectivement une salle ronde conçue autrefois pour les méditations collectives. Le bâtiment était supposé fermé, mais lorsqu'on y envoya un drone, une lumière fut détectée au sous-sol. L'équipe du FBI débarqua 2 jours plus tard, accompagnée de la police locale. Sam demanda à venir. Ils refusèrent. Il insista. Le shérif Mitchell, qui avait gagné leur respect, les convainquit. Sam assisterait à l'opération, mais à distance. La descente fut brève mais intense. 3 hommes arrêtés, 2 femmes, et surtout une salle au sol couverte de matelas avec des caméras cachées, des câbles, des sacs à dos, des vêtements d'enfants et un chien attaché, famélique. Pas de Lily, mais les traces de plusieurs enfants avaient été confirmées. Le centre servait de relais,
un lieu de passage. L'un des hommes, sous pression, finit par craquer. Il révéla qu'Ozara dirigeait un transfert spécial dans les prochaines semaines, et que Lily n'était pas la seule à avoir été gardée en vie. Il y avait d'autres enfants, peut-être 6, tous retenus dans un lieu surnommé la ferme. Mais le témoin refusa d'en dire plus. Il avait peur, et ce mot revenait sans cesse. La peur, même en prison, même à l'abri. Un silence plus puissant que les barreaux. À Elmeridge, l'ambiance avait changé. L'émotion avait laissé place à une colère froide. On avait sauvé Lily, oui, mais pour combien d'autres restaient dans l'ombre? Des parents commencèrent à témoigner, à relancer d'anciennes affaires classées. Une mère parla de sa fille disparue en 2015. Un père évoqua un signalement étouffé. La liste s'allongeait, lentement, mais elle s'allongeait. Lily, elle, progressait. Son lien avec Duke était devenu indéfectible. Il semblait deviner chaque moment de panique avant même qu'elle n'en manifeste les signes. Elle refusait toujours de parler aux adultes, mais à Duke, elle parlait. Et un soir, Sam enregistra discrètement une de ses séances. Il entendit sa fille murmurer « Il a dit que si je criais, je deviendrais invisible. Alors j'ai chanté tout bas pour que Duke m'entende de là où il était. » Sam n'endormit pas de la nuit. Le FBI décida de médiatiser davantage l'affaire. Des portraits de Coulter furent diffusés sous toutes ses identités connues. Des primes furent annoncées. Des avis placardés dans chaque poste de police. Et un jour, en Virginie, une femme appela. Elle avait vu un homme ressemblant au portrait dans un supermarché près de Roanoke. Il avait payé en liquide, acheté des articles très précis. Gants, câbles, nourriture, longue conservation. Les agents remontèrent la piste, une voiture abandonnée dans un fossé. Une empreinte, puis un sac. À l'intérieur, un plan, une carte de l'État. Un cercle rouge, au nord, et cette fois pas d'ambiguïté. L'endroit désigné était une ancienne exploitation agricole convertie en terrain privé, clôturé, isolé, surveillé par des chiens. La ferme. Le matin où l'équipe d'intervention se rendit à la ferme, l'air était lourd. Ce n'était pas encore l'automne, mais la chaleur semblait coller aux peaux, oppressante, presque menaçante. Le convoi s'ébranla en silence. 6 véhicules banalisés, une ambulance et 2 unités canines. Sam était dans la dernière voiture, le regard fixé sur la route, les poings défermés. Il n'avait pas dormi, Catherine non plus. Et Lily s'était réveillée en pleurs sans raison, comme si son corps avait senti ce qui allait se passer. La ferme, en réalité, n'avait rien d'un lieu agricole classique. Entourée d'une haute clôture en bois et d'un fossé artificiel rempli d'eau stagnante, elle semblait avoir été conçue pour dissimuler, retenir, contenir. Un ancien entrepôt de stockage avait été transformé en habitation, mais les agents détectèrent immédiatement des installations souterraines. Ventilation, générateurs, sorties de secours camouflées. L'assaut fut lancé à 6h17. L'effet de surprise joua en leur faveur. 3 hommes furent maîtrisés, dont un armé. Une femme tenta de fuir par un tunnel latéral, en vain. Et dans une pièce sans fenêtre, couverte de matelas et de jouets soigneusement rangés, 5 enfants furent retrouvés. 2 garçons, 3 filles, silencieux, amaigris, mais vivants. Pas de traces de Coulter, ni de Maggie, que Lily avait mentionné. Et pourtant, ce qu'ils découvrirent dans une cave sous la ferme glaça tous les agents présents. Des dossiers, soigneusement rangés dans des classeurs. Des fiches sur des enfants datés, annotés. Des photos, des descriptions, des lettres d'école volées, parfois falsifiées. Et surtout, des vidéos, des centaines d'heures d'enregistrement. L'ampleur du réseau prenait une nouvelle dimension. Ce n'était pas un prédateur solitaire. C'était une industrie souterraine, organisée, protégée. Sam, lorsqu'il entra dans cette pièce, resta figé. Il ne toucha à rien. Il regarda seulement. Et puis, il vit un dossier, à peine ouvert. Sur la couverture, un nom, Lily Garrett. En dessous, écrit au crayon rouge, « Opération suspendue ». Il sentit ses jambes trembler. À quelques mètres de là, un autre dossier portait un nom inconnu. Molly Green, attente. Il le prit, l'ouvrit, et comprit que d'autres enfants attendaient encore dans l'ombre. Le soir même, les enfants furent placés sous protection. Une cellule spéciale fut créée au sein du FBI, et l'affaire passa officiellement sous juridiction fédérale prioritaire. Les médias commencèrent à parler d'un réseau fantôme. Les rumeurs allèrent bon train. Politiciens impliqués, médecins corrompus, écoles complices. Rien n'était prouvé, mais tout semblait possible. À Elmeridge, les Garrett accueillirent 2 des enfants pour quelques jours. Une fillette nommée Kayla, âgée de 8 ans, avait noué un lien immédiat avec Lily. Elle ne parlait pas beaucoup, mais jouaient ensemble, s'enlaçaient souvent,
dormaient parfois dans le même lit. Duke se couchait entre elles, veillant comme une sentinelle immobile. Lily recommença à dessiner. Des maisons, des arbres et des tunnels. Toujours des tunnels. Parfois, on y voyait une silhouette floue et un chien noir à ses côtés. « C'est Duke quand il est en mission », disait-elle simplement. Un matin, Kayla murmura quelque chose à Catherine. « Il est toujours là, même quand on ne le voit pas. » Quand elle lui demanda qui, la petite répondit « L'homme aux mains froides ». Ce nom ne disait rien à personne, mais les agents notèrent le détail. Encore une fois, comme dans le cas de Maggie, peut-être un surnom donné par les enfants à leur geôlier. Ou à un complice, il fallait tout envisager. Peu après, une nouvelle alerte fut lancée. À moins de 200 km d'Elmridge, dans une scierie abandonnée, un promeneur avait entendu des pleurs. Il avait cru à un animal, mais avait quand même prévenu la police. L'endroit fut fouillé, et dans une pièce murée, derrière des planches clouées grossièrement, les agents découvrirent un sac de couchage, un seau et des jouets. Mais pas d'enfant. Sur un mur, une inscription gravée au couteau « Maggie est ici ». Sam fut immédiatement informé. Ce nom revenait, encore, toujours. Et l'absence de corps, de vêtements, de traces récentes fit craindre le pire. Maggie était en mouvement. Et Coulter, ou O'Hara, peu importe son vrai nom, était encore dehors. Le FBI lance une alerte rouge. Tous les postes frontaliers furent informés, des portraits modifiés numériquement furent générés, montrant l'homme vieilli, rasé ou maquillé. Les enquêteurs établirent qu'il avait reçu de l'aide. Il n'avait pas pu maintenir autant de structures sans complicité, ni survivre aussi longtemps à une traque fédérale sans être renseigné à l'avance. Et c'est là que Sam, un soir, fit une remarque à voix haute, presque en plaisantant, peut-être qu'il était déjà mort et qu'il a formé quelqu'un pour prendre la suite. Le silence qui suivit en dit long. À Elmridge, la méfiance grandissait. Certains habitants se demandaient si l'un des leurs n'avait pas couvert O'Hara. Un ancien professeur, un médecin de famille, un bénévole de bibliothèque. La paranoïa s'installait, et Sam, qui ne croyait plus au hasard, fouilla dans ses souvenirs. Puis, un nom lui revint, un certain docteur Red, venu s'occuper de Lily à domicile durant les premières semaines de sa disparition. Il se souvenait de ses mains gantées, de son calme, de sa voix trop douce. Il appela immédiatement le shérif Mitchell. Lorsque le shérif Mitchell entendit le nom du docteur Red, il gela net. Il fouilla dans ses notes, son ordinateur, ses souvenirs, et confirma que l'homme n'apparaissait sur aucune des listes officielles de professionnels de santé accrédités dans le comté d'Elmridge. Aucun enregistrement de son passage à l'hôpital, aucun diplôme enregistré au conseil médical de l'État. Pourtant, il avait bien soigné Lily. Il était venu chez eux. Avec une mallette, des prescriptions manuscrites, une assurance calme et glacée, il avait laissé une carte, une simple carte avec le nom Dr Gregory Red. Aucune adresse, juste un numéro. Les agents du FBI prirent le relais. Le numéro de téléphone n'était plus actif depuis 8 mois. Mais la carte, retrouvée dans une boîte chez les Garrett, fut analysée. Papier glacé, imprimerie privée à Chicago, lot produit pour des cartes de visite haut de gamme. Un détail infime, mais suffisant pour remonter une piste. En interrogeant le fournisseur, ils découvrirent que le lot avait été commandé par une société écran, elle-même reliée à une adresse fictive dans l'État de Washington. Là-bas, un ancien hangar désaffecté contenait du matériel médical, des meubles de bureau, des cartons d'analyse falsifiés. Ils n'avaient pas de visage, mais ils avaient une empreinte, une structure, une méthode. Red, ou qui qu'il soit, n'avait été qu'un masque, un rouage. Et soudain, les agents comprirent que la force de ce réseau n'était pas dans l'anonymat, mais dans la précision. Chaque membre avait un rôle, une identité, une mission, comme une cellule dormante, activée seulement quand nécessaire. À Elmridge, la tension était palpable. Sam interdisait à quiconque de s'approcher de Lily sans son autorisation. Des journalistes campaient devant leur portail. Certains cherchaient à photographier Duke, devenu un héros médiatique. D'autres s'intéressaient à Kayla, à ses dessins, à ses souvenirs. Mais Sam tint bon, il ferma la maison, il coupa les téléphones. Il protégea son foyer comme un bunker, pas par peur, mais parce qu'il sentait que quelque chose d'autre allait arriver. Et il avait raison. 3 semaines après la descente à la ferme, une lettre arriva. Une enveloppe sans timbre glissait directement dans leur boîte aux lettres, malgré la surveillance. À l'intérieur, un papier jauni, tapé à la machine avec ces mots « Tu as réveillé les morts, tu aurais dû laisser la terre tranquille ». Pas de signature, pas de menace directe, mais le message était clair. Quelqu'un savait, quelqu'un veillait, et cette personne n'avait pas peur. Le FBI prit l'affaire très au sérieux.
L'enveloppe fut analysée, pas d'empreinte, pas de traces ADN, mais un résidu d'argile très spécifique fut détecté sur le rabat. Un type de sol qu'on ne retrouve que dans une région très précise du Texas autour d'un ancien site minier désaffecté. Encore une piste, encore une ombre. Pendant ce temps, Lily avait recommencé à parler, plus librement, par petites phrases, un mot puis un autre. Elle évoqua des morceaux de musique, un homme qui portait toujours des lunettes, même la nuit, et une phrase qui revenait souvent. « Tout ce qu'on voit n'existe que si on le croit ». Catherine en parla à un psychologue spécialisé. Il expliqua que ce genre de langage conditionné était typique des réseaux d'endoctrinement. On apprenait aux enfants à douter de la réalité, à confondre rêve et souvenir, vérité et mensonge. Mais Lily avait résisté, grâce à Duke, grâce à son instinct, et à l'amour viscéral de ses parents. Les enquêteurs, eux, continuaient de remonter les ramifications. Des comptes bancaires furent identifiés, des transferts d'argent vers des sociétés fictives à Dubaï, en Suisse, en République tchèque. Une ancienne employée d'une ONG fut arrêtée. Elle avait servi de passeur pour des enfants sous de faux motifs humanitaires. Le réseau s'étendait bien au-delà du pays. Et plus les preuves affluaient, plus l'existence d'un commanditaire invisible devenait évidente. Et c'est à ce moment-là qu'un nom surgit, presque par accident. Lors d'un interrogatoire en Floride, un trafiquant arrêté pour une affaire de fausse adoption mentionna un certain Wallace, un homme toujours vêtu de blanc, qui ne parlait jamais, mais dont tout le monde redoutait les ordres. Il apparaissait rarement, mais quand il le faisait, les choses changeaient, accéléraient. Wallace n'était pas une légende, il était réel. Et certains disaient qu'il était l'architecte. Le nom Wallace ne donnait rien dans les bases de données du FBI. Mais l'un des agents de terrain, un vétéran nommé Legrand, fit le lien avec un certain Trevor Wallace, disparu en 1992 après avoir été inculpé pour trafic de mineurs à l'époque et relâché faute de preuves. Depuis, aucune trace. Pas de décès officiel, pas de carte bancaire, pas de permis de conduire. Legrand, obsédé, retrouva une vieille photo d'un rassemblement religieux d'une secte aujourd'hui dissoute dans le Dakota du Nord. Au centre de l'image, un homme grand, chauve, costume blanc. La même silhouette que décrivaient les témoins, le même regard glacial. Et à ses pieds, un chien noir. Pas Duke, mais la ressemblance était troublante. Le cliché était daté de 1991. Flou, jauni, mais chargé d'un symbolisme glaçant. Ce Trevor Wallace, disparu depuis plus de 3 décennies, avait visiblement continué d'opérer dans l'ombre. Pire encore, la présence du chien noir à ses pieds n'était pas une coïncidence isolée. En recoupant plusieurs images anciennes issues d'enquêtes abandonnées ou classées sans suite, les agents commencèrent à noter un détail inquiétant. Dans chacune de ces affaires, un chien noir apparaissait en arrière-plan, presque toujours identique. Silhouette massive, oreilles dressées, regard intense, comme un gardien. Sam en fut informé. Lorsqu'on lui montra les images, il serra les dents. Ce n'était pas Duke, mais cela lui ressemblait. Et Lily, elle, fut plus catégorique. Elle pointa du doigt l'un des clichés et dit simplement « Lui, il obéissait, pas comme Duke ». Une nouvelle hypothèse émergea, effrayante, mais logique. Et si certains de ces chiens avaient été dressés, non pas pour sauver, mais pour surveiller, pour soumettre, et si Duke, à l'inverse, avait été rejeté ou évadé justement parce qu'il avait désobéi. Les dresseurs canins du FBI confirmèrent que des techniques de conditionnement extrêmes, interdites depuis longtemps, pouvaient théoriquement rendre un chien incapable de désobéir à certaines commandes, même si cela mettait des vies en danger. Des méthodes similaires avaient été documentées durant certains programmes militaires secrets dans les années 80. Mais dans le cas de Duke, son comportement indiquait autre chose. Une rupture, une prise de conscience. C'est ce qui fit dire à l'agent Legrand « Ce chien n'a pas seulement sauvé une enfant, il a trahi quelque chose de bien plus grand ». À Elm Ridge, l'atmosphère s'était alourdie. Des voitures inconnues passaient lentement devant la maison. Des drones non identifiés survolaient parfois la propriété malgré l'interdiction. Et un soir, alors que Sam allait nourrir Duke, il découvrit une fléchette plantée dans l'écorce d'un arbre. Une seringue anesthésiante, sans doute tirée à distance, mais manquée. Duke n'avait rien. Il restait alerte, fidèle, mais de plus en plus agité. Il dormait par courtes périodes, tournait souvent en rond comme s'il pressentait quelque chose. Lors d'un orage, il se mit à hurler, un son guttural et long qui réveilla toute la maison. Lily le rejoignit, posa ses mains sur sa nuque et murmura quelque chose à son oreille. Le chien se coucha aussitôt. Elle avait dit
Il revient. Personne ne sut de qui elle parlait. Mais l'équipe du FBI renforça la sécurité autour de la maison. 2 agents dormaient sur place. Un 3e, équipé d'un drone thermique, surveillait les alentours en continu. Catherine, malgré la peur, refusait de partir. « S'il faut affronter ce mal, autant le faire là où Duke est chez lui », déclara-t-elle au superviseur fédéral. Et puis, un soir, un appel anonyme fut reçu. Une voix masculine, rauque, avec un accent à peine perceptible, dit simplement « L'église n'est plus un sanctuaire, mais le clocher veille encore ». La phrase n'avait aucun sens apparent, mais Sam fit immédiatement le lien. Lors de la disparition d'Olivia 3 ans plus tôt, une vieille église avait été vandalisée dans les bois à la frontière entre l'État et le comté voisin. On n'avait jamais élucidé l'incident. Le bâtiment était abandonné depuis des années, mais à l'époque, certains avaient rapporté avoir vu un chien noir errer dans les environs, peu avant que la police ne ferme le site. Le lendemain, une unité fut envoyée. L'église, en ruine, semblait vide. Mais sous les décombres du clocher, les agents découvrirent une trappe en métal couverte de feuilles et de branches. En dessous, un tunnel froid, étroit, serpentant sous terre sur près de 200 mètres. Au bout de ce tunnel, une pièce, étroite, étouffante, tapissée de couvertures, des jouets, des livres, une lampe à huile. Et sur un mur, écrit au sang séché, « Maggie attend », le message était clair. Elle était vivante. Quelqu'un, quelque part, la gardait. Et le fait qu'elle ait pu inscrire ce message signifiait qu'elle espérait encore, qu'elle résistait. Duke fut conduit sur les lieux. Il renifla la terre, grogna, puis tourna brusquement la tête vers l'est. Il se mit à courir. Les agents le suivirent. Il traça son chemin jusqu'à un marais dense, recouvert de brouillard. Là, il s'arrêta, fixa un point invisible, et aboya, longuement, comme s'il appelait quelqu'un. Et c'est là qu'on entendit une voix, faible, lointaine, à peine plus qu'un souffle. « Duke !» La voix, si ténue qu'on aurait pu croire à une illusion, avait figé tout le monde. Les agents en alerte activèrent leurs caméras thermiques. Rien. Aucun signe de chaleur humaine détectable dans le marais. Et pourtant, le regard de Duke restait fixé dans la même direction. Il aboya encore, puis gratta le sol avec insistance, ses pattes fouillant la boue et les roseaux trempés. Sam, lui, s'était figé. C'était la voix d'Olivia. Il en était sûr. Il l'aurait reconnue parmi des milliers. Ce murmure, ce souffle déchiré, portait encore l'empreinte de sa fille. Il s'élança malgré les protestations des agents. Duke l'accompagna, avançant avec prudence mais détermination à travers l'eau stagnante. Et puis, sous une souche renversée, dissimulée par des roseaux et une tôle rouillée, ils découvrirent une ouverture étroite qui descendait sous terre. Un ancien puits d'évacuation, condamné depuis des années. À l'intérieur, de vieilles briques humides, une échelle à moitié effondrée et un couloir. Duke entra en premier sans hésiter. Sam le suivit, arme en main, les agents juste derrière. Plus il s'enfonçait, plus l'air devenait lourd, presque irrespirable. Des inscriptions couvraient les murs, des dates, des initiales et parfois des prénoms d'enfants. Tout au fond, une porte métallique, fermée par une chaîne. Mais de l'autre côté, un mouvement, un bruissement. Un des agents força la serrure. La porte s'ouvrit dans un grincement atroce. Et là, recroquevillée dans un coin de la pièce humide, vêtue d'une simple robe trop grande pour elle, se trouvait une adolescente aux cheveux emmêlés, au visage amaigri. Olivia. Elle leva la tête et murmura à peine audible « Papa ?» Sam s'effondra à genoux. Elle était vivante, mais ce n'était qu'une moitié de victoire. Olivia fut immédiatement transférée à l'hôpital sous protection. Son état physique était alarmant, mais stable. Elle avait été maintenue en vie, nourrie, soignée, si l'on pouvait appeler cela ainsi, par un individu qu'elle appelait le gardien. Un homme qui ne parlait jamais, qui portait un masque en cuir et qui venait lui apporter ses repas en chantonnant des airs anciens. Elle n'avait pas vu la lumière du jour depuis ce qu'elle croyait être 2 ans. Mais elle avait su que Duke viendrait. Elle l'avait rêvé. Elle l'avait senti. Ce que les médecins confirmèrent rapidement, c'est qu'elle avait reçu des traitements médicaux avancés. Perfusion, injection, cicatrisant. Trop professionnel pour être improvisé, il y avait là la main d'un réseau structuré, méthodique. Et ce qui les terrifia, c'est qu'Olivia n'était probablement pas la seule. Les données récupérées par le FBI dans le repère de l'église et dans l'ancienne ferme révélaient des archives codées. Des noms, des dates, des coordonnées GPS. Un fichier mentionnait 17 sites à travers le pays. Chacun identifié par un code couleur et sur la carte centrale un nom, Projet Nocturne. C'est à ce moment-là que l'affaire fut officiellement classée comme priorité nationale. Un groupe de travail interagence fut mis en place. Interpol, les services de protection de l'enfance, la CIA, tous furent impliqués.
car les ramifications de cette affaire ne s'arrêtaient pas à Elm Ridge. Il y avait des relais à Seattle, Austin, Pittsburgh et même à Montréal. Les ramifications semblaient sans fin. Mais au centre de cette toile d'araignée, un nom revenait encore et encore, Wallace. Ou plutôt, ce qu'il représentait, une idée, un dogme, un système parallèle où les enfants devenaient monnaie d'échange, sujet d'expérience ou instrument d'un pouvoir occulte dont personne ne connaissait l'ampleur. Sam, de son côté, resta auprès d'Olivia chaque jour. Lily aussi qui refusait de lâcher sa main. Duke, bien que fatigué, dormait désormais à leurs pieds, comme s'il avait enfin trouvé sa mission accomplie. Mais malgré le retour d'Olivia, un vide persistait, l'ombre de ceux qui restaient encore prisonniers. Et puis un soir, alors qu'Olivia dessinait silencieusement dans sa chambre d'hôpital, elle tendit une feuille à son père. On y voyait un homme en costume blanc, debout dans une forêt. Et à ses pieds, plusieurs chiens, tous noirs, tous identiques à Duke. Mais aucun ne regardait l'homme, il regardait Olivia. Et dans un coin du dessin, en lettres d'enfant maladroite, elle avait écrit « Ils attendent ». Le dessin d'Olivia ne fut pas pris à la légère. Des psychologues, des experts en comportement traumatique et même des analystes de la CIA l'examinèrent. Mais au-delà des théories, Sam, lui, sentait que ce n'était pas une métaphore, pas un fantasme. Ce qu'Olivia avait représenté était un avertissement, une prémonition. Les chiens, les silhouettes, la posture de l'homme au costume blanc, tout sonnait vrai. Comme une photographie de l'intérieur d'un cauchemar collectif qu'elle n'était pas seule à avoir vécu. À Washington, les enquêteurs avançaient à pas prudents. Chaque nouvelle découverte soulevait davantage de questions que de réponses. Certains des sites identifiés sur la carte avaient déjà été vidés, nettoyés, comme s'ils avaient été abandonnés juste avant l'arrivée des forces fédérales. Mais dans un entrepôt du Kansas, une équipe tomba sur une scène particulièrement dérangeante, une pièce entièrement blanche, aux murs rembourrés, avec au centre une chaise d'examen pédiatrique. Attachée sur les accoudoirs, des bracelets d'identification, aucun nom, juste des chiffres. Et sur le mur, griffonné avec rage, « Silence, obéis ». Duke, pendant ce temps, semblait lui aussi changer. Plus distant, plus calme. Il mangeait moins, il dormait plus. Mais quand il ouvrait les yeux, il fixait toujours la même direction, l'Est. Comme s'il sentait que quelque chose n'était pas terminé. Et un matin, alors que le soleil filtrait à peine à travers les rideaux de la chambre d'hôpital d'Olivia, il se leva, s'approcha du lit et poussa un gémissement grave. Olivia tendit la main, il la renifla, puis il recula, lentement, et se coucha à l'entrée de la pièce, les yeux tournés vers le couloir. Le docteur en charge, une femme posée et attentive nommée Meredith Holloway, s'inquiéta. Ce chien n'a pas simplement protégé, il a porté une mission. Maintenant qu'il l'a accomplie, il s'efface. Elle n'était pas vétérinaire. Mais elle avait vu ce regard, chez certains soldats, et chez d'anciens chiens de guerre qui, une fois retirés du combat, perdaient leur flamme, comme s'ils n'avaient été conçus que pour ça, comme s'ils n'avaient jamais été destinés à vivre une vie normale. Sam refusa cette idée. Il parla à Duke comme à un frère, le promena, le stimula, il essaya tout, mais le chien fidèle restait là, présent, silencieux, résigné, et puis le téléphone sonna. Une autre enfant avait été retrouvée, en Arizona, seule, errante dans le désert. L'ADN confirma qu'il s'agissait de Maggie Thorne, disparue depuis 2 ans. Elle aussi avait parlé d'un homme en blanc, d'un chien qui veillait, d'un bruit sourd dans les murs. Elle avait prononcé le même mot qu'Olivia, Project Nocturne. Cela confirma ce que beaucoup craignaient. Ce réseau n'avait pas de centre, il était fractal. Comme une constellation de cellules autonomes, chacune réactivée à la demande. Des enfants avaient été dispersés et chaque gardien n'était qu'un pion dans une machinerie plus vaste. Ce fut d'un vétéran de la cyberdéfense, Jonas McAllister, qui émit une hypothèse audacieuse. Et si les chiens avaient été des messagers, pas seulement des armes, mais des vecteurs, des gardiens d'un secret que personne ne devait révéler. Selon lui, certains de ces chiens auraient été utilisés non pour la surveillance, mais comme déclencheurs de souvenirs. Des éléments mésiques capables de raviver la mémoire d'un enfant conditionné à oublier. Ce que Duke avait réveillé en Olivia, c'était une vérité interdite. Mais cette vérité avait un prix. Une nuit, alors que tout semblait paisible, Catherine se réveilla en sursaut. Un hurlement, grave, étouffé. Elle courut dans le salon, Duke n'était plus là. La porte d'entrée, pourtant verrouillée, était entr'ouverte. Et sur le porche, une seule empreinte, une patte, anormalement profonde. Ils le cherchèrent pendant des heures. Les drones, les hélicos, les chiens pisteurs, rien. Duke s'était volatilisé comme s'il n'avait jamais existé. Mais au matin, devant la maison, ils trouvèrent un objet étrange, une médaille militaire, ancienne, attachée à un collier de cuir. Elle n'appartenait pas à Duke, mais à un chien identifié des années auparavant dans une unité disparue. Et avec la médaille, un mot griffonné à la main, mission terminée, mais la guerre continue. Olivia pleura en silence. Sam resta longtemps debout, à regarder la forêt. Il comprit alors que Duke n'était peut-être jamais vraiment à eux, qu'il avait été envoyé, guidé par quelque chose qu'aucun homme ne comprendrait jamais entièrement. Les jours qui suivirent la disparition de Duke furent empreints d'un silence pesant. Pas celui du deuil, mais un silence chargé de sens, d'interrogation, de soupçons.
comme si son absence n'était pas une fin mais une transition. Quelque chose se préparait, quelque chose d'invisible mais bien réel en marge de leurs vies ordinaires. Un frisson collectif s'empara de ceux qui l'avaient connu, même brièvement. Il n'était pas qu'un chien, il était un avertissement, une faille dans la normalité. Olivia se rétablit lentement. Les séances, avec les psychologues, révélaient des souvenirs fragmentés, souvent terrifiants, mais parfois lumineux. Elle parlait d'autres enfants, de signaux secrets, de couloirs avec des murs qui résonnaient, de chants anciens qui calmaient la peur, et toujours, la silhouette d'un chien noir qui la suivait à distance, jamais menaçant mais jamais rassurant non plus, comme un juge, un veilleur. Un mois après sa libération, lors d'un orage nocturne, Olivia se leva de son lit sans un mot. Elle sortit dans le jardin pieds nus. Catherine la suivit, inquiète, mais la fillette s'arrêta au centre de la pelouse détrempée et regarda le ciel. Elle tendit la main, et là, dans la lumière d'un éclair, une silhouette apparut brièvement. Massive, noire, immobile. « Il nous regarde encore », murmura-t-elle. Le lendemain, un appel du bureau central confirma ce que Sam redoutait. 3 autres enfants venaient d'être découverts à travers le pays. Et dans chacun des lieux, les enquêteurs avaient trouvé des empreintes animales identiques. Des empreintes impossibles à identifier, trop grandes pour un chien classique, mais trop précises pour être autre chose. Toujours seul, toujours tourné vers l'extérieur, comme si l'animal s'était assuré que les enfants étaient enfin en sécurité avant de repartir. C'est à ce moment-là que Sam prit sa décision. Il écrivit un rapport, classé secret, qu'il intitula simplement « Les sentinelles oubliées ». Il y développa une hypothèse qui fit frémir ses supérieurs. Et si derrière chaque disparition, chaque affaire classée sans suite, chaque trace abandonnée, il y avait eu ces chiens? Pas des animaux dressés, pas des machines, mais des entités vivantes, conscientes, agissant selon une logique que nous ne pouvons pas comprendre. Et si Duke avait été l'un d'eux, mais un déserteur, un dissident, un protecteur, le rapport ne fut jamais publié, trop sensible, trop spéculatif. Mais à travers le pays, des agents commencèrent à relier entre elles des affaires isolées, des enfants sauvés de justesse, des témoignages d'ombres canines, des aboiements entendus dans des lieux vides, et peu à peu, une vérité se dessina, fragmentaire mais persistante. Il existait un réseau parallèle, non humain, indépendant, agissant sans autorisation, mais toujours pour un même but, révéler ce que certains tentent d'enfouir. Catherine, de son côté, reprit son travail mais garda une photographie encadrée sur son bureau. Duke, couché dans le jardin, les yeux fixés sur Lily. Elle n'ajouta aucun mot, elle n'en avait pas besoin. Les gens qui entraient dans son bureau la regardaient et se taisaient. Quant à Lily, elle continua de dessiner, toujours des chiens, parfois noirs, parfois blancs, parfois gris, mais jamais seuls, toujours en groupe, alignés, attentifs. Dans l'un de ses dessins les plus récents, elle avait représenté un pont suspendu entre 2 falaises, au-dessus du vide. Dessus, une dizaine d'enfants avançaient à la file indienne, et sous le pont, dans l'ombre, une horde de chiens, comme une armée invisible prête à les rattraper si jamais ils tombaient. Elle avait écrit, en lettres capitales, une phrase étrange pour une enfant. « Ceux qui s'en vont ne partent pas toujours ». Et elle avait signé « Pour Duke ». Le jour du 13e anniversaire d'Olivia, ils organisèrent une petite fête. Intime. Juste Sam, Catherine, Lily et 2 agents du FBI qui étaient devenus proches de la famille. Il n'y avait pas de gâteau luxueux, pas de banderole, juste une bougie. Et une assiette vide au sol, pour Duke. Lorsque la bougie fut soufflée, un coup de vent étrange fit vaciller toutes les flammes de la maison. Olivia se leva et s'approcha de la fenêtre. Elle laissa sa main glisser contre la vitre embuée. Puis elle sourit, doucement, et dit « Il est là, mais il n'est plus seul ». À travers le carreau, Sam crut voir quelque chose. Pas une silhouette nette, juste une vibration dans l'air, une empreinte éphémère, comme si le monde avait laissé une brèche. La guerre, oui, continuait. Le projet nocturne n'était pas terminé. Des enfants attendaient encore. D'autres chiens, peut-être, se tenaient prêts. Mais une chose était sûre, il ne serait plus jamais possible de dire que personne ne savait. Car maintenant, l'histoire de Duke était connue. Et là où il allait, d'autres suivaient.